Bonjour et bienvenue sur Guérir et Grandir, le podcast où nous explorons ensemble les chemins de la santé holistique. Je suis Lisa, nutrithérapeute, formatrice et votre guide dans cette aventure. Mon objectif est de vous ouvrir les portes d'une compréhension plus profonde et plus authentique de l'humain et de la santé. Dans Guérir et Grandir, nous allons poursuivre et approfondir notre quête de vérité et de bien-être. Comme toujours, je partagerai avec vous des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels, ainsi que des réflexions certainement plus intimes et personnelles. Cette émission est donc aussi le reflet de mon propre parcours. Un voyage de guérison et de croissance, un chemin vers plus de conscience. Ensemble, nous explorons comment les pratiques ancestrales et les sciences modernes peuvent s'entrelacer pour former une approche où l'unité avec soi-même, avec les autres, avec la nature est célébrée. Guérir et Grandir n'est donc pas seulement un podcast, c'est un espace où nous apprenons à être pleinement nous-mêmes et où nous découvrons comment atteindre notre plein potentiel. Je suis ravie de vous embarquer dans cette nouvelle aventure. Préparez-vous à une expérience enrichissante et je vous souhaite une écoute aussi agréable qu'inspirante. J'ai la joie de te retrouver dans ce premier épisode de Guérir et Grandir, car mon podcast Au mieux de ta forme devient Guérir et Grandir. Et pour cette renaissance, quoi de mieux que de choisir comme thématique celle de la grossesse. Aussi parce que c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé, c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Si on a envie d'avoir des enfants, bien sûr, on est concerné. Mais on a toujours aussi des personnes dans notre entourage qui ont des enfants. Et puis, c'est aussi important de conscientiser que ce qui se joue in utero et durant les premières années de la vie est fondamental pour construire la santé d'un individu. Donc, plus on sera conscient de ça, plus on pourra, à la fois en tant que futurs parents, mais aussi en tant qu'amis, en tant que cousins, cousines, frères et sœurs, pouvoir être soutenants par rapport à cette période de la vie qui est extrêmement importante et qui est profondément initiatique et transformatrice dans la vie d'une femme. C'est aussi ce pourquoi d'ailleurs je voulais faire cet épisode, c'est pour apporter le maximum d'informations aux jeunes parents qui ont envie d'avoir des enfants. J'ai d'ailleurs préparé un support écrit d'une 20aine de pages avec toutes les informations qu'on va voir dans ce podcast pour soutenir chaque parent qui a envie d'avoir des enfants et pouvoir vraiment concevoir en conscience et pour les mamans de vivre leur grossesse de la meilleure manière qui soit et d'apporter le meilleur pour leur futur enfant. Ensuite, j'ai décidé de faire 2 épisodes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, dans le premier épisode, on va surtout parler de l'année de grossesse. Tu vas comprendre que cette notion de grossesse ne commence absolument pas au moment de la conception, mais bien avant. Je vais parler également rapidement du postpartum. On va voir ensemble les règles de nutrition santé et quelles sont les indications spécifiques à connaître quand on a envie d'être enceinte, quand on a envie d'être parent. Et dans le deuxième épisode, j'irai plus en détail sur la toxoplasmose, sur les remèdes naturels, les super aliments et également le cacao sacré qui est une plante médecine que je recommande fortement aux femmes et plus particulièrement aux femmes qui viennent d'accoucher. Alors, installe-toi confortablement et on va commencer par parler de l'année de grossesse. Parce que quand on parle de l'année de grossesse, en fait, on considère qu'il y a, bien sûr, ces 9 mois de grossesse, mais il y a aussi 2 mois avant pour la préconception et puis 2 mois après pour le postpartum. En tant que naturopathe, nutrithérapeute, et d'autres praticiens seront d'accord avec moi, on considère que cette phase de préconception peut durer beaucoup plus longtemps, parce qu'il ne suffit pas, par exemple, de prendre quelques compléments pendant 1 semaine ou 2 pour combler nos déficits, il faut souvent plusieurs mois. Et cette période-là est aussi un moment où on va faire le focus sur le drainage, la détoxication et la revitalisation. Et ça, c'est extrêmement important, aussi bien pour la mère que pour le père. Donc, avant toute chose, dans cette phase de drainage, de détoxination, on parle de détoxination et de détoxication. Et c'est souvent des termes qui ne sont pas très bien compris. La détoxination, c'est propre à un langage plus naturel, d'accord ? Et l'idée, c'est de différencier les toxiques des toxines. Il faut savoir que quand on fume, quand on boit de l'alcool, quand on prend des médicaments, quand on prend une pilule contraceptive, quand on respire un air pollué, quand on cuisine avec, par exemple, des poêles Téflon qui sont rayées, qu'on utilise du plastique alimentaire, qu'on utilise de l'aluminium, tout ça va apporter beaucoup de toxiques. On va aussi avoir des toxiques qui vont être apportés par l'alimentation. Tout ce qui est herbicides, pesticides, produits toxiques qu'on va retrouver en fait dans les aliments, les additifs alimentaires, les produits de synthèse, les colorants, les conservateurs, les poissons qui sont en fin de chaîne alimentaire, donc par exemple le thon, le saumon, etc. Ce sont des poissons qui sont riches en métaux lourds, plus particulièrement en mercure, et tout ça, ce sont des toxiques. L'idée est donc d'aller libérer l'organisme de ces toxiques avant d'être enceinte. Ensuite, il y a aussi les toxines, et là je parle davantage des toxines endogènes qui sont créées par des excès alimentaires. En naturopathie, on parle des cols et on parle des cristaux. Les cols, ça va être lié à tous les excès de produits céréaliers,
de sucre raffiné, de farineux, de farine de manière générale, et également de produits laitiers, souvent produits laitiers de vache qui sont frais, comme les yaourts, le lait de vache ou encore les fromages frais. Quand c'est consommé en excès, on va avoir ces cols, et ce sont des toxines qui sont encrassantes et qu'on va retrouver au niveau intestinal, au niveau ORL, donc poumons, sinus, gorge, tout ce qui est glaire en fait, et puis également tout ce qui est pu. Donc on peut aussi retrouver des problèmes d'acné en lien avec ces excès de colle. Et puis comme autre source de toxines, on va avoir les cristaux qui eux sont en lien avec les excès de protéines, bien souvent de protéines animales, mais aussi d'aliments acidifiants. Donc tout ce qui acidifie l'organisme, ça va être les produits déminéralisés, donc sel raffiné, sucre raffiné, céréales raffinées, produits industriels, produits ultra transformés, aussi tout ce qui est alcool bien sûr, café, et on va également avoir par exemple tout ce qui est fromage à pâte dure, donc des fromages qui ont été longuement fermentés par exemple. Cette notion d'aliment acidifiant, elle est aussi extrêmement importante à comprendre, que ce soit en période de grossesse, mais aussi en période de préconception. Parce que si une femme a un déséquilibre acido-basique parce qu'elle consomme trop d'aliments acidifiants, eh bien ça va être très difficile pour elle d'être suffisamment fertile et donc d'avoir des enfants. Donc la meilleure manière déjà d'optimiser notre fertilité, c'est d'avoir un régime alcalinisant, de retrouver un bon équilibre acido-basique et d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. Donc pour info, je donne tous les détails d'une alimentation anti-inflammatoire dans mon podcast sur la thyroïde. Donc je te propose d'aller l'écouter si tu veux avoir plus de détails là-dessus. De manière générale, on est vraiment sur une nutrition santé. On va faire la part belle aux fruits, aux légumes. On va éviter les produits transformés, on va éviter les viandes, en excès en tout cas, et on va faire la part belle aux oméga 3 qui sont des acides gras qui permettent de moduler l'état inflammatoire du corps et donc de tendre vers un environnement qui n'est pas inflammé. Ils ont vraiment une vertu anti-inflammatoire. Donc je vais y revenir un petit peu plus tard. Ça, c'est déjà juste pour comprendre ce qu'il est important de conscientiser par rapport à cette notion de fertilité. Maintenant, juste pour te donner quelques exemples par rapport à cet équilibre acido-basique, eh bien, comme je te le disais précédemment, on va éviter tout ce qui est excès de produits animaux, excès de produits céréaliers, produits déminéralisants, café, fromage à pâte dure, excitants, produits ultra transformés. Et pour équilibrer et apporter des aliments alcalinisants, il faut apporter des aliments qui sont très riches en minéraux. Donc tout ce qui est fruits, légumes, algues, herbes aromatiques, ça va être très alcalinisant et c'est ça en fait qui va permettre de retrouver cette bonne balance et donc de permettre d'avoir à la fois une alimentation anti-inflammatoire, à la fois une alimentation qui permet de préserver cette alcalinité dans le corps, d'avoir un bon équilibre au niveau de notre pH tissulaire et ça déjà ça permet d'avoir une bonne base pour être fertile et pour accueillir un bébé. Maintenant pour en revenir à cette notion de toxique et de toxine, il y a deux choses à faire. Pour les toxiques, je ne vais pas pouvoir te donner la solution dans cet épisode, tout simplement parce qu'il est important que ce soit personnalisé. On part tous d'un point complètement différent. Certaines personnes ont une hygiène de vie irréprochable, d'autres, c'est tout l'inverse. Elles fument, elles boivent, elles ont peut-être des plombs dentaires. Bref, il y a vraiment une analyse à faire avec un naturopathe qui pourra t'accompagner dans un processus de détoxication s'il juge que c'est nécessaire. Ce n'est pas forcément nécessaire pour tout le monde. Et pour les toxines, eh bien, on va limiter les excès alimentaires dont je parlais précédemment et puis on va soutenir nos organes émonctoires, c'est-à-dire ces organes éponges qui absorbent toxiques et toxines et qui sont en charge de les éliminer. C'est-à-dire que là, on va vraiment faire un travail de soutien pour permettre au corps de faire son travail naturellement. Donc c'est pourquoi on parle de drainage et plus particulièrement de drainage des émonctoires. Et donc ces émonctoires, on a le foie, les intestins, la peau, les poumons, les reins et aussi l'utérus qui est un émonctoire chez la femme. C'est pourquoi on ne fait jamais de cure, de drainage ou de détox quand on est enceinte. Parce que sinon, nos toxines, nos toxiques vont sur le fœtus et on ne veut absolument pas ça. C'est des choses qu'on fait avant. Et c'est d'ailleurs pourquoi, en tant que naturopathe, on invite, même en tant que nutrithérapeute d'ailleurs, on invite à faire des cures avant la grossesse pour vraiment être la plus clean possible, on va dire, avant d'avoir un enfant et donc de permettre d'éviter des relargages de ces toxiques et toxines sur le bébé. Par rapport à ce drainage, c'est des choses qu'on peut faire beaucoup plus facilement en toute autonomie. Donc d'ailleurs, dans ma formation InGNutri, pour les élèves qui me suivent, dans le module 2, vous avez toute une cure de drainage des émonctoires. Si tu n'es pas du tout élève de mon académie, si tu ne suis pas la formation et si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, eh bien je t'invite à consulter parce que de toute façon, je pense que quand on a envie de devenir parent, il est très bon de faire quelques consultations avec un naturo ou avec un nutrithérapeute pour faire justement ce travail de réinstauration d'une hygiène alimentaire correcte et de faire ces cures de drainage. Donc si c'est pas du tout ton domaine, je t'invite à consulter, peut-être de programmer 3 consultations pour vraiment te préparer au mieux à donner la vie et à être parent.
Dans cette période de préconception, on va aussi éviter de faire des régimes hypocaloriques pour 2 raisons. La première, c'est que qui dit hypocalorie dit souvent déficit, carence, parce qu'on mange pas suffisamment. Et si c'est fait en toute autonomie, s'il n'y a pas une supplémentation en parallèle, on peut se retrouver avec des déficits. Or, durant cette période, on fait tout pour combler les déficits et les carences. La deuxième raison qui est extrêmement importante, c'est que notre corps va stocker tous les toxiques dans nos graisses pour isoler ces toxiques de nos organes vitaux. Donc il va mettre tout ça dans des graisses et quand on perd du poids, eh bien on va perdre du gras et donc on va libérer ces toxiques dans l'organisme. Et si notre foie est déjà fatigué et si nos organes émonctoires n'ont pas été drainés, eh bien on peut se retrouver avec une circulation de ces toxiques dans l'organisme, ce qui peut être pro-oxydant et ce qui peut énormément épuiser l'organisme et faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc c'est pourquoi toute perte de poids, alors je ne parle pas de 1 ou 2 kilos, d'accord ? Là je parle plutôt de régime où on vise une perte de graisse d'au moins 4 ou 5 kilos. Maintenant, pour terminer sur cette période de la préconception, on va avoir des recommandations nutritionnelles qui sont identiques à celles de la grossesse, donc je vais y revenir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la femme est tout autant concernée que l'homme. Et ça, c'est important parce que leur niveau d'énergie, leur niveau de chi, comme on pourrait le dire en taoïsme, est extrêmement important au moment de la fécondation. Et ce qui permet de comprendre ça, c'est la vision taoïste. Donc selon la vision taoïste, on est constitué d'une énergie qui nous habite, qui nous rend vivants, qui nous permet en fait de faire tout ce qu'on fait au quotidien et d'être en santé et d'avoir une bonne longévité. Et ce chi est constitué de 2 énergies. On parle de l'énergie vitale et de l'énergie ancestrale. L'énergie vitale, elle est constituée d'énergie nourricière, donc de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, des aliments qu'on mange et puis également de tout ce qui est en lien avec l'épigénétique. Donc notre sommeil, notre gestion du stress, notre vie sociale, nos pensées, nos croyances, etc. Et on va également avoir notre énergie ancestrale qui, elle, est l'énergie qui nous a été léguée par nos parents au moment de la fécondation. Ce qui veut dire que ce que porte mon père d'un point de vue énergétique, mais aussi par rapport à ses traumas, à ses mémoires, à son transgénérationnel, va se mélanger à l'énergie vitale et à ce dont est porteuse la maman au moment de la fécondation. Et ça va être l'énergie ancestrale transmise à l'enfant. C'est pourquoi cette phase de préconception est extrêmement importante et c'est pourquoi, en général, de faire 1 mois ou 2 avant une grossesse, un gros travail sur soi et une revitalisation, c'est trop peu. Et c'est pourquoi plus on s'y prend en amont, mieux c'est, parce que ça va permettre d'instaurer pas à pas des nouvelles habitudes si nécessaire, d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue du mouvement, d'un point de vue de la respiration, de la gestion du stress. Et pourquoi pas faire un travail sur soi, parce qu'encore une fois, ces mémoires transgénérationnelles, ce que nous ont légué en fait nos ancêtres, on en est porteur et c'est ce qui peut faire qu'on va avoir des comportements, qu'on va avoir des croyances, qu'on va avoir potentiellement des habitudes de vie qui sont propres à ce qu'on nous a légué. Et je pense, dans cette vision de la santé holistique, qu'à la fois prendre soin de ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on met dans notre tête, les pensées qu'on cultive, d'aller faire un travail sur notre subconscient. Parce que j'en ai peut-être pas parlé en podcast jusque-là, mais beaucoup dans mes formations, où j'invite vraiment mes élèves à conscientiser que 95% de notre réalité nous vient de notre subconscient. C'est-à-dire qu'on choisit que 5% de nos pensées, mais 95% du reste, ça nous vient de notre subconscient. Et très souvent, dans ce subconscient, c'est en grande majorité ce qui nous vient de notre éducation et ce qui nous vient du transgénérationnel. Donc ça peut être extrêmement intéressant quand on est dans un projet de parentalité, quand on peut s'y préparer, eh bien de faire ce travail également sur soi, d'aller pourquoi pas faire des constellations familiales et de faire ce travail plus de développement personnel ou de dépouillement personnel, comme j'aime dire, pour peut-être apporter le meilleur à l'enfant et ne pas forcément lui léguer certains traumas dont on peut être porteur ou certaines croyances qui sont erronées. Et dans tous les cas, le fait que l'homme intègre également ces recommandations dans la phase de préconception, ça va être très soutenant pour sa femme ou sa compagne. Ce sera aussi très bon pour lui pour augmenter son énergie vitale et optimiser sa fertilité. Ensuite, on a notre deuxième phase qui est la phase de la grossesse. Et là, il est extrêmement important de comprendre que les femmes ont besoin d'être dans leur cocon. Elles ont besoin de se mettre dans une bulle et s'il y a bien 9 mois dans leur vie où elles doivent arrêter de se suradapter, où elles doivent être en moi d'abord avant tout, c'est à ce moment-là. Donc on est vraiment aussi dans une période où à la fois la femme doit jour après jour faire le deuil de qui elle était avant, c'est-à-dire le deuil de la jeune fille, le deuil du corps qu'elle avait avant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas pouvoir retrouver son corps d'avant, mais ça veut dire que pendant 9 mois et quelques mois qui vont suivre, elle va avoir beaucoup de chamboulements au niveau de ses zones les plus intimes.
femme, ça peut être extrêmement challengeant pour elle, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il y a aussi une acceptation du fait que quand on devient mère, et ça c'est pareil pour le père, la vie d'avant, ce sera plus jamais pareil. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On ne sera plus jamais 2, on sera 3 minimum. Et tout ça aussi, ne serait-ce que sur le plan émotionnel, peut être extrêmement impactant. Et c'est important de le considérer. C'est important de laisser de l'espace aussi à l'accueil de ses pensées, de ses émotions. Et puis on va avoir tous ces symptômes qui apparaissent, qui changent énormément d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Et ça aussi, ça demande une grande capacité d'adaptation de la femme. Ça lui demande toute son énergie. C'est extrêmement chamboulant pour elle. Et il est nécessaire qu'elle ait l'espace pour vivre ça. Et que, en tant que collègue, en tant que patron, en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, en tant que conjoint, on soit extrêmement mieux informé là-dessus et qu'on puisse vraiment être soutenant par rapport à ce que traverse une femme à ce moment-là. Comme je le disais dans l'introduction, on est vraiment dans une étape profondément initiatique pour elle, profondément transformatrice, et l'environnement doit être soutenant. Idem dans cette période-là, que ce soit pour elle, mais aussi pour le bébé, il est important de la protéger et de se protéger en tant que femme enceinte de toutes les énergies négatives, d'accord, de tout ce qui peut la plomber. Donc les médias, les films qui font peur, les films d'horreur, les lectures qui peuvent être stressantes, les personnes toxiques, les personnes énergivores, tout ça, ça dégage, d'accord? Autant que possible, tout ça, en fait, on fait un tri et en fait, on met une pause et encore une fois, on est en mode moi d'abord activé et messieurs, en tout cas, j'ose espérer qu'un maximum de femmes peuvent être accompagnées du père de l'enfant qu'elles portent parce que c'est un soutien qui est extrêmement important. J'ai des membres de ma famille qui ont vécu leur grossesse toutes seules et je sais ô combien ça peut être challengeant. Donc encore une fois, on fait comme on peut bien sûr, mais pour les hommes qui accompagnent leurs femmes, on a besoin de vous, les femmes ont besoin de vous dans cette période-là et vos soins, votre écoute, votre patience, votre bienveillance sont d'autant plus précieux dans cette période si importante. Et enfin, je vais tenir exactement le même discours pour la période qui suit l'accouchement, cette période qu'on appelle le mois d'or. Donc on parle souvent de 40 jours, pour être plus précise, où on invite la femme à rester le plus allongée possible. Donc évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça peut être compliqué et pourtant c'est fondamental, c'est tellement nécessaire pour permettre à la mère qui a donné tout ce qu'elle avait en énergie durant 9 mois et tout ce qu'elle avait pour l'enfantement, de pouvoir se régénérer, de pouvoir se revitaliser. Donc là, on est aussi dans une période de soutien, de repos, de régénération, de revitalisation. Moi, j'avais une grand-mère qui nous disait qu'une femme enceinte, dans les 40 jours qui suivaient l'accouchement, elle ne devait pas mettre les mains dans l'eau. Et c'était une manière de dire qu'elle ne devait pas faire la lessive, elle ne devait pas cuisiner, elle ne devait pas donner le bain au gamin, elle devait juste allaiter si elle le souhaite, ou en tout cas nourrir son nouveau-né. Et elle devait être réveillée, être avec lui quand il était là, mais dès qu'il ferme les yeux, elle doit pouvoir s'allonger avec lui et dormir le plus possible, au moins pendant 40 jours. C'est aussi extrêmement important de pouvoir garder cette position allongée pour soutenir la régénération de l'organisme. On sait en médecine chinoise qu'on va recharger l'énergie du rein, donc les reins, c'est nos batteries de fond, c'est là que se stocke notre chi, et la meilleure manière de les régénérer, c'est de bien manger, de bien dormir, et c'est la position allongée. Si on peut s'exposer un petit peu au soleil pour y mettre nos glandes surrénales et nos reins, c'est encore mieux. Et puis on verra dans le deuxième épisode quels sont les super aliments qui peuvent être extrêmement soutenants pour recharger cette énergie du rein. Maintenant, au niveau des recommandations nutritionnelles générales. Donc on va déjà partir sur un modèle de nutrition santé, et ça c'est important que je le précise, parce que pour rappel, quand j'ai commencé à me mettre davantage sur les réseaux sociaux, je faisais des lives. Je faisais le live santé de Lisa tous les lundis. Et à chaque fois, je disais aux personnes qui participaient, sortez de la bobologie, arrêtez de croire que quand vous êtes enceinte, que quand vous avez un bouton, que quand vous avez des problèmes digestifs, il y a un mode alimentaire spécifique de manger. C'est avant tout une nutrition santé qui fait 80 voire 90% du travail. Et à cette nutrition santé, on va ajouter des indications spécifiques par rapport à son âge, son poids, son objectif et l'étape qu'il est en train de vivre dans sa vie, ou sa pathologie bien sûr. D'accord ? Donc ça, c'est important à considérer. Donc déjà en nutrition santé, je pense que si tu suis ce podcast, tu as déjà beaucoup d'informations, mais on va faire un bref récap ici. L'idée est déjà d'avoir un modèle plutôt de chrononutrition. Donc ça, je te renvoie vers mes épisodes sur le petit déjeuner, qui sont les tout premiers épisodes de mon podcast, où l'idée est d'avoir un repas qui permet de stabiliser la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, et d'avoir un apport en protéines suffisant. Donc c'est pourquoi on est plutôt sur des modèles qui sont salés, protéinés, ou quoi qu'il arrive, même si on a une saveur sucrée, il faut que ce soit protéiné. Donc ça peut être des pancakes, ça peut être des galettes de sarrasin avec un œuf. Si on est végétalien, ça peut être une galette de sarrasin avec du houmous.
Ça peut être, pourquoi pas, des sardines. Moi, j'ai des amis qui ont élevé leurs enfants aux sardines et tous les matins, ils ont leur pain au levain, une boîte de sardines, ils adorent ça. C'est juste qu'ils ont été habitués comme ça. Ça peut être un saumon mariné, ça peut être un pudding de chia pour une version végétale. Bref, il y a plein d'options. Et si jamais tu as besoin de recettes, sache que tu peux télécharger l'application IG Pocket où j'ai mis des centaines de recettes qui sont 100% gratuites. Toute la partie nutrition dans mon application mobile est 100% gratuite et je t'invite à t'y référer. Et je t'invite d'autant plus à t'y référer parce qu'en nutrition santé, il est important de respecter cette assiette qui nous vient d'Harvard, c'est-à-dire que l'université d'Harvard a établi une assiette santé qui est la plus bénéfique pour préserver en fait notre énergie et pour apporter tous les nutriments dont on a besoin. Cette assiette, elle est constituée d'une moitié de légumes. Ensuite, on va avoir un quart de glucides. Donc les glucides, pour rappel, c'est tout ce qui est céréalier, mais aussi tout ce qui est légumes racines, tout ce qui est par exemple carottes, betteraves, pommes de terre, patates douces, courges, potimarron, etc. Et ensuite, on va avoir un quart de protéines. Et pour rappel, les protéines peuvent être de source animale ou végétale. Donc on va avoir les viandes, les poissons, les œufs. On va aussi avoir les légumineuses, donc haricots, lentilles, pois chiches, etc. Et on a une petite spécificité avec certaines pseudo-céréales comme ce qui est quinoa, sarrasin, qui sont riches en glucides. Donc on considère ça plus comme une part de glucides. Et pour autant, ils apportent aussi beaucoup de protéines avec tous les acides aminés essentiels. Et le fait d'avoir tous les acides aminés permet d'améliorer et d'optimiser l'assimilation de ces protéines. Ce qu'il est important déjà à ce stade de conscientiser quand on a envie d'optimiser notre fertilité et notamment quand on est enceinte, c'est qu'il faut penser à apporter une source de protéines à chaque repas. Donc matin, midi et soir, parce que tout le vivant n'est que protéines. C'est-à-dire que chaque cellule a besoin pour être créée de protéines. Donc on peut prendre tous les compléments qu'on veut, toutes les vitamines, tous les minéraux qu'on veut. Si on ne mange pas suffisamment de protéines, on va se retrouver en déficit, que ce soit pour la mère ou que ce soit par rapport justement à tout ce que la grossesse va lui puiser pour nourrir l'enfant, parce que là clairement en fait une femme enceinte, son corps lui appartient plus vraiment, c'est l'enfant avant tout est pompé pour aller nourrir le petit bébé avant tout. Donc c'est pourquoi d'optimiser les apports est extrêmement important et de veiller à avoir suffisamment de protéines est très important. Pour les personnes qui sont végétariennes voire végétaliennes, j'aurais vraiment tendance à dire attention ici, parce qu'il faut se rappeler que les protéines végétales sont assimilées qu'à 60%. Il est très rare, à part pour les œufs, d'avoir une assimilation à 100% des protéines. Même pour les viandes, on n'est pas à 100%, mais on va être entre 80, 85, 90. On descend très vite à 60% pour les légumineuses. Donc il va falloir augmenter les apports, voire se supplémenter. Et ça, c'est important à conscientiser. Par rapport à l'assiette, il y a un autre point qui peut être extrêmement important, qui là a plus pour but d'optimiser la digestion de la maman. C'est de bien respecter les combinaisons alimentaires. Donc dans les formations que je donne beaucoup d'indications sur les règles de combinaison alimentaire, mais ici, si on n'a qu'une à retenir, c'est d'éviter de mélanger les produits animaux, donc viande, poisson, avec les produits céréaliers. Parce que ça ralentit la digestion, ça la rend plus difficile et ça peut causer des problèmes de fermentation au niveau intestinal. Donc, si ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour toi, sache aussi que dans l'application IG Pocket, d'ailleurs, c'est même ce pourquoi j'ai créé l'application à la base, il y a un outil interactif qui t'apprend à constituer ton assiette Harvard et à faire les bonnes combinaisons alimentaires. Elle est conçue, cette app, pour que tu puisses mettre ta source de protéines d'abord, et puis, selon la source de protéines que tu as choisie, ça va t'indiquer toutes les sources de glucides qui seront les plus optimales pour avoir des bonnes combinaisons alimentaires. Donc, c'est vraiment quelque chose de ludique pour apprendre à te faire ton assiette santé. Ensuite, au niveau de la fréquence des repas, quand on est enceinte, eh bien, on va avoir toujours dans ce modèle de chrononutrition 3 à 4 repas par jour. Donc on a notre petit déjeuner protéiné qui a pour but de réguler la glycémie, notre assiette santé midi et soir. Si on mange des produits animaux, on va privilégier les produits animaux le midi et on va privilégier toujours plutôt les légumineuses et une assiette végétale le soir. Et on va intégrer un snack vers 16-17 heures et c'est là qu'on peut aller sur des choses un peu sucrées. D'accord? Donc si on veut se faire un carré de chocolat avec des oléagineux, si on veut se faire un petit smoothie avec du cacao, si on veut se boire un chocolat chaud et puis manger un fruit, bref, là l'idée c'est d'apporter un peu de sucre parce que pour rappel, je sais que je l'ai déjà dit dans des épisodes précédents, le fait de consommer des sucres vers 16-17 heures va permettre au tryptophane, qui est un acide aminé, de passer la barrière hémato-encéphalique et d'assurer une bonne sécrétion de sérotonine qui est calmante, qui est un neurotransmetteur qui nous calme le soir, qui évite les fringales, qui nous invite à ralentir. Et grâce à cette sérotonine, on va avoir une bonne sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil et qui va nous permettre d'avoir un sommeil bien récupérateur.
Et ce sommeil récupérateur, il est tout le temps important, mais autant vous dire qu'en période de préconception et durant la grossesse, c'est encore plus important. Donc ce modèle de nutrition santé, il est en fait très simple, très basique, et pour autant, il n'y a pas plus puissant pour déjà avoir 80% du boulot qui est fait. Évidemment, dans les choix d'aliments, de qualité d'aliments, on va être vigilant aux xénobiotiques. C'est ce dont je parlais précédemment par rapport à ces toxiques. Donc on va faire attention à consommer des produits qui sont non traités, ou alors qui sont bien lavés, qui sont bien pelés. Si on n'achète pas tous nos légumes bio, on va les cuire à la vapeur, idéalement dans le vitaliseur, parce que le vitaliseur permet en fait de faire transpirer les légumes, c'est-à-dire que vous allez avoir la vapeur qui ne va pas se retomber en fait sur les légumes, mais ça va couler le long des parois du vitaliseur et ça évite de réinfester en fait nos légumes cuits vapeur des pesticides, des herbicides, des toxiques en fait qu'ils contiennent. Pour les viandes, pour les poissons, on va choisir de l'élevage bio exclusivement, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on sait que beaucoup d'animaux d'élevage industriel sont nourris aux OGM, il y a beaucoup de vaccins, il y a beaucoup d'antibiotiques, et ça, c'est merci mais non merci, encore moins quand on est enceinte et encore moins quand on est en phase de préconception. Au niveau des produits céréaliers, on va plutôt partir sur des produits qui sont demi-complets ou complets. Là, tout dépend en fait de sa propre tolérance digestive. Quand c'est complet, parfois c'est très riche en fibres et ça peut être un peu irritant pour les intestins fragiles, donc on prendra plutôt du demi-complet. Dans tous les cas, on va privilégier ça à du raffiné pour avoir des minéraux et pour avoir des fibres. Et ces fibres, elles sont extrêmement importantes pour réguler la glycémie. Cette notion de glycémie, même quand on parle de diabète gestationnel, déjà le diabète gestationnel c'est plus en lien à tout ce qui se passe au niveau hormonal, mais après au niveau de l'alimentation, c'est pas qu'une question de sucre, c'est aussi souvent un manque de fibres dans l'alimentation, parce que les fibres ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Et si tu veux plus de détails de tout ça, je te renvoie vers mes 3 épisodes que j'ai fait sur le sucre pour vraiment plonger dans cet univers de la glycémie, de l'index glycémique et de l'index insulinique également. Ensuite, dans ce modèle de nutrition santé, il y a plusieurs choses auxquelles on va aussi penser. On va éviter l'alcool, évidemment, surtout quand on est enceinte. On va éviter les excitants, parce que les excitants, c'est comme du cortisol liquide et surtout, c'est comme faire un crédit à la banque. C'est souvent cet exemple que je donne. Même en période de préconception, on est censé se reposer. On ne pourra pas se reposer correctement si le corps est rempli tous les jours de doses excitantes qui vont rendre forcément le sommeil plus léger, moins réparateur, moins long, moins profond. Là, on a besoin de dormir, on a besoin de faire un état des lieux honnête, sincère sur notre niveau d'énergie. Donc, exit les excitants, d'autant plus que je dis toujours que, par exemple, quand on boit du café, on va aller surstimuler nos glandes surrénales, qui vont aller libérer du cortisol, de l'adrénaline, mais en fait, on va faire une dette énergétique à l'organisme. C'est comme si on faisait un crédit à la banque, en fait. Et dès qu'on va arrêter le café, on va se sentir complètement épuisé parce qu'en fait on est endetté, parce que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années qu'on est tout le temps en train de faire crédit à la banque de l'énergie de notre organisme. Et donc la meilleure manière d'arrêter ça, c'est de stopper les excitants, de les remplacer par des tisanes de romarin, pourquoi pas, par des tisanes de camomille le soir, par des tisanes de menthe ou de mélisse pour bien digérer. Bref, on peut vraiment alterner, pourquoi pas à la limite un thé blanc qui est très pauvre en théine, mais on va éviter vraiment le café qui est le pire du pire. On va aussi éviter le maté, parce que des fois on me demande, le maté qui est un thé qui vient plutôt d'Amérique latine, c'est trop riche en théine et on va vraiment limiter les excitants. Par contre, en parallèle, il va falloir boire davantage et boire une eau de qualité. Je vais terminer ce podcast sur cette notion d'eau parce qu'on parle très souvent de l'eau. Donc il faut comprendre que l'eau est un sujet qui est très dense. J'ai passé 6 mois juste à réunir toutes les recherches que j'avais pu faire sur l'eau pour concevoir le chapitre sur l'eau que j'ai fait dans IG Nutri. Donc ici, en fait, l'idée, c'est juste de comprendre que l'eau du robinet n'est absolument pas une eau qui est saine. D'un point de vue bactériologique, il n'y a pas de problème. Par contre, elle contient des traces de pesticides, d'herbicides, de médicaments, des résidus médicamenteux, et elle contient beaucoup de chlore. Le chlore, par exemple, c'est la meilleure manière d'avoir un déficit d'iode. Si vous avez un déficit d'iode, vous avez des problèmes thyroïdiens, vous avez un métabolisme ralenti. Et autant vous dire aussi que durant la grossesse et pour la santé de votre bébé, d'avoir un manque d'iode, c'est dramatique. Donc, il est très important d'être vigilant à l'eau que vous buvez. Pareil, si vous nagez beaucoup en piscine, attention, parce qu'en fait, vous allez respirer et inhaler sans cesse ce chlore. Donc, il est vraiment nécessaire dans ce cas-là, pas forcément d'arrêter de nager, surtout si ça vous fait du bien, mais de faire des dosages réguliers de vos taux d'iode et d'aller vous complémenter. Alors là, la complémentation en iode, il est vraiment important d'être suivi par un nutrithérapeute pour avoir les dosages optimaux parce que trop d'iode est dangereux, tout comme pas assez d'iode est dangereux. Mais ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et donc, pour en revenir à l'eau, je pourrais dire que le strict minimum, déjà, c'est de conscientiser que donc notre eau du robinet n'est pas appropriée à notre santé.
et que l'eau du robinet est morte. C'est-à-dire que d'un point de vue énergétique, l'eau, quand vous la prenez à une source, elle est vivante. Si on observe son mouvement, elle a un mouvement comme l'ADN qui est en spirale. Quand on fait stagner l'eau dans des bouteilles en plastique ou dans des canalisations, elle ne bouge plus, elle est complètement morte, elle est complètement inerte. C'est un double problème parce que, à la fois sur un niveau énergétique, on est sur une eau qui est dévitalisée, mais il est aussi important de se rappeler que l'eau, elle est vectrice d'informations. Et nous sommes constitués d'eau. Donc pour moi, l'eau peut avoir même des vertus thérapeutiques quand on sait la purifier, quand on sait la revitaliser, ce qu'on appelle la redynamisation, et quand on apporte une information spécifique à l'eau, parce qu'en buvant cette eau, on va aussi réinformer toutes nos cellules de cette information. Donc je sais que là, je vais un petit peu droit au but. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu tous ces concepts-là, ça peut être un petit peu difficile à concevoir. C'est pour ça qu'il y a un module complet dans ma formation où j'explique tout ça en long, en large et en travers. Mais c'est une réalité scientifique. Et aujourd'hui, pour moi, le strict minimum qu'on peut faire pour boire une eau de qualité, c'est de la purifier. Donc, à minima, on met un bâton de charbon dans une carafe. Strict minimum, ça se trouve partout. C'est pas très cher. Vous en trouvez chez Nature et Découverte, vous en trouvez dans des magasins bio. Vous achetez une carafe en verre, vous mettez votre eau du robinet, vous mettez votre bâton de charbon, et ce bâton de charbon, il se fait bouillir au bout de 3 semaines pour le réutiliser, et ensuite il se jette. Souvent, c'est compostable, sinon ça se jette. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de dynamiser l'eau. Et donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Donc c'est vrai que moi j'ai une carafe qui fait un mouvement de vortex pour redonner ce mouvement de dynamisation à l'eau. Mais on peut faire des choses beaucoup plus simples. Il existe par exemple des carafes en verre avec des ondes de forme. Ça veut dire qu'elles ont une forme de géométrie sacrée, par exemple le nombre d'or. Ou alors il y a une fleur de vie qui est dessinée dessus. Et cette géométrie sacrée, en fait, c'est la géométrie du vivant. C'est la forme du vivant. Quand on étudie d'un point de vue mathématique, d'un point de vue géométrique, toutes les structures qui viennent de la nature, que ce soit d'une goutte d'océan, que ce soit d'une plante, que ce soit d'une étoile dans le cosmos, on va toujours retrouver cette géométrie sacrée qui peut prendre différentes formes. Et donc, que ce soit le cube de Métatron, que ce soit les fleurs de vie, que ce soit le nombre d'or, on est sur une information qui est propre au vivant. Et le fait de mettre notre eau dans une carafe qui est porteuse de cette information, ça peut être très bénéfique. Il y a aussi des personnes qui aiment écrire, par exemple, amour, gratitude, qui sont des sentiments, des émotions qui ont une forte vibration énergétique, et ils veulent informer en fait leur eau de cette information-là. Donc il y a après beaucoup de systèmes de purification. Là vraiment, soit je vous renvoie vers le module Hygienutri, soit je vous envoie vers un praticien Hygienutri qui pourra mieux vous conseiller, vous donner des recommandations spécifiques, ou alors déjà, ne serait-ce qu'avec ces recommandations, vous avez de quoi faire pour boire déjà une eau de bien meilleure qualité que celle du robinet. Maintenant, je sais que je vais aussi avoir la question pour les eaux en bouteille. Alors c'est sûr que par rapport à la notion de chlore, de résidus médicamenteux, ça va être beaucoup plus faible dans les eaux de source en bouteille, donc c'est moins gênant. Par contre, d'un point de vue écologique, c'est quand même une catastrophe en raison du plastique. On va aussi malheureusement avoir des perturbateurs endocriniens dans ces plastiques. Très souvent, on met l'eau de source dans des bouteilles en plastique qui viennent à peine d'être chauffées. Et c'est l'eau de source qui, quand elle est mise dans ces bouteilles en plastique en industrie, en fait, qui va refroidir ce contenant. Et en fait, ça c'est dramatique parce que avec la chaleur, on libère tous les perturbateurs endocriniens. Et puis dans tous les cas, on va quand même se retrouver avec une eau qui est morte, qui est inerte. Donc il va falloir lui redonner ce mouvement. Donc de la basculer dans une carafe, encore une fois, avec une onde de forme, ce sera le strict minimum. Maintenant, pour ce premier épisode, je vais m'arrêter là. On se retrouve dans le prochain pour parler des super aliments, des nutriments propres à la grossesse, des remèdes naturels. Tu peux d'ores et déjà télécharger le support écrit qui accompagne cet épisode. Et si tu le souhaites aussi, l'application IG Pocket dans laquelle le fait de faire son assiette santé et toutes les recettes sont 100% gratuits. Donc à bientôt et d'ici là, prends bien soin de toi.